Welcome, everyone. This session is a Francophone one, so I just want to encourage everyone, if you need the headsets, that they are located on level 2 or 5. If you need one, to step out now to grab one. So other than my part, the rest will be not delivered in English, so just this part you might need the headset for. But my name is Kendra Giles. I am from Regina, and I work at a place called Phoenix Residential Society, and I'm also a member of the Canadian Housing First Network Community of Practice. I'm on that committee, so that's what brings me here as a moderator. So for most of it, I am going to let this lovely panel introduce themselves throughout. So I just would like to begin by acknowledging that the 2025 National Conference on Ending Homelessness is taking place on unceded Indigenous lands. The Kanien'kehá:ka Nation is recognized as the custodians of the lands and the waters on which we gather today. Jogagay, or Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it's home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationship with Indigenous and other peoples from coast to coast to coast. So now I will call on the first presenter to begin. Merci. Je vais monter un peu le micro. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. J'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie et que vous n'êtes pas trop bourrés dû à votre bon repas et que vous n'allez pas vous endormir pendant notre présentation. Donc, le titre de notre présentation est « Vieillissement, perte d'autonomie, consommation de substances et itinérance ». Je tiens à préciser qu'on veut interagir avec vous durant notre présentation et on n'attendra pas à la fin, après le 1 heure de présentation, pour aller vers vous. Donc, on souhaite vraiment avoir vos réactions durant la présentation. Et si on prend trop de temps à cause de ces interactions et de vos questionnements, ben on va juste vous le dire, puis on va vous dire que vous parlez trop, puis on va continuer notre présentation. Je souhaite que ça n'arrive pas. Je souhaite vraiment qu'on ait une présentation interactive et je souhaite vraiment votre participation. Si ça ne vous tente pas, c'est correct, il n'y a pas de pression, mais c'est la direction qu'on veut prendre. Je vais faire la petite présentation rapide. Donc, moi, je suis coordonnateur de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances. Je suis accompagné de Vincent, qui est chercheur principal également à l'Institut universitaire, et Doriane, qui est professionnelle de recherche également à l'Institut universitaire. Et on est gracieusement accompagné de Yvon et de Jean-Guy, qui sont 2 experts du vécu qui sont là. Donc, Yvon et Jean-Guy demeurent actuellement à la résidence JA de Sèvres de la Maison du Père, qui est un organisme là, à Montréal. Si vous le connaissez, probablement vous le connaissez. Donc, c'est une résidence qui est dédiée aux personnes là, âgées qui ont un vécu d'itinérance et de précarité. Et ceci étant dit, je cède la parole à Vincent. Bonjour tout le monde. Effectivement, comme David nous a présenté, on va parler un petit peu d'un projet de recherche qu'on a mené sur la thématique vieillissement, perte d'autonomie, itinérance, consommation de substances. C'est sûr que là, je ne sais pas nécessairement aussi, parce qu'on est un peu rodé sur cette façon de présenter, mais je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui étaient peut-être aux États généraux en itinérance l'année dernière à Québec. Là, je parle surtout pour les personnes de Québec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très similaires à ce qu'on a dit, avec quelques extras en plus. Et nos extras aussi étant Yvon et Jean-Guy qui n'avaient pas fait le déplacement l'année dernière. Donc il y aura tout aussi... je vous invite potentiellement à les questionner, à interagir avec eux. Ils ont des choses à vous raconter aussi. Donc de toute façon, on fera ces introductions-là aussi. Donc comme je disais, c'est un projet qu'on a mené il y a le cœur du projet a été mené il y a quelques années. Donc là, vous avez les financements de mon institut, des financements fédéraux, et surtout avec des partenariats de différents organismes communautaires à Montréal. Là, je me prépare aussi, il faut que je me tempère un petit peu parce que sinon, au niveau de l'interprétation, ça va être délicat parce que j'ai tendance à parler vite. Donc,
Je me calme, ça va être ça. Donc voilà, c'est quand je m'enflamme puis que j'ai le trac et tout ça, donc ça fait ça. Donc c'est ça. Donc nos partenaires, c'était vraiment une bonne aventure tous ensemble. Puis ça continue encore aujourd'hui. On a encore, comme je disais, on a fait plein de présentations. Tantôt on parlait avec Yvon Jean-Guy, on disait bon, on a présenté à plein de places ensemble, puis on sait plus où est-ce qu'on avait présenté parce qu'on a tellement fait plein de trucs. Donc c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'était juste le truc que j'avais en tête, quoi. Et voilà. Donc l'équipe de recherche, vous allez voir, moi je suis surtout un chercheur indépendant, donc forcément ce que je vais vous parler, ça va être très teinté de côté de la consommation, mais forcément ce sont des phénomènes qui sont complexes. Donc moi je vais regarder aussi du côté de la géronto, de la gériatrie, de l'itinérance, du communautaire, du réseau de la santé. Enfin, il y a plein de choses que je mélange là-dedans. Je peux vous parler aussi de déficience physique, déficience intellectuelle, il y a santé mentale aussi. Mais non, en tout cas, notre équipe de recherche, le cœur était vraiment centré sur la dépendance. Je vous mets aussi les collaborateurs, collaboratrices qui sont des milieux communautaires et du réseau de la santé. Nos procès de recherche qui sont pas mal tous présents. Puis nos collaborateurs de vécu. Il y en avait 3 au total. On a Yvon et Jean-Guy aujourd'hui avec nous qui ont participé à différentes phases du projet depuis le départ. Donc c'est ça, c'est la continuité de notre collaboration. Alors, bon, là, je vais vous faire une petite mise en contexte. Puis là, David va me dire que je prends trop de temps, donc je vais accélérer sur cet aspect-là. Donc, pour mettre un peu la table sur ces éléments-là, donc quand je parle vieillissement-consommation, je vous donne un petit peu des chiffres au Québec, là en particulier, au Canada aussi, là, je me rends compte. Vieillissement de la population, c'est une tendance de fond. C'est quelque chose qu'on observe depuis quelques années, puis ça va continuer encore au fur et à mesure du temps. Donc, personnes aînées de 65 ans et plus, sur les dernières données démographiques qu'on avait, c'était 21% de la population et quelques. 18,3% de la population pour tout le Canada. Donc la population âgée du Québec est sensiblement plus âgée que la population du reste du Canada. Puis on a des projections pour dans les quelques prochaines années que ça va atteindre à peu près un quart de la population canadienne aura de 65 ans et plus. Il va y avoir une espèce de palier à ce moment-là jusqu'à les prochaines décennies. Et ce qu'on va surtout observer, en fait, c'est des personnes de plus en plus âgées. On aura des personnes qui sont plus vers 80-85 ans, puis ça va être aussi, va avoir tout un enjeu de ce côté-là aussi. Côté de la consommation, plus pour ce qui nous intéresse. Aussi, ce que je voulais vous montrer là, c'est la petite évolution qu'il y a eu au niveau des prévalences de consommation. Donc on voit, mettons, entre 2001 et 2018, il y avait une évolution de 69 à 76% de la consommation d'alcool dans cette population-là. Donc là, c'est pour l'alcool. Après, en dessous, je vous ai aussi compilé les consommations d'autres substances. Donc là, c'est de 0,7 à 1,9%. Mais ce que j'aime aussi, le point sur lequel j'aime bien tout le temps m'attarder un petit peu, c'est la question de l'usage problématique plus spécifiquement. L'usage problématique, c'est très large. Ça va vraiment être l'usage qui commence à créer des petits enjeux, des petites conséquences à un trouble de l'usage qui est diagnostiqué à 100%. Donc là, si je vous mets de 0,21% à 32%, ça fait quand même un intervalle qui est très grand. Donc là, vous me dites, c'est quoi ton affaire là ? Le truc, c'est que 0,21%, c'est typiquement le diagnostic d'un trouble de l'usage lié à l'usage d'opioïdes. Vraiment très spécifique à ce stade-là. Et 32%, c'est l'usage problématique d'alcool de façon très large. Et puis c'est très dilué. On ne sait pas trop est-ce que c'est diagnostiqué, pas diagnostiqué. Bon, comme je vous disais, c'est ça. C'est juste pour vous donner un peu cet indicatif-là. La chose peut-être qu'on a rajouté par rapport à d'autres présentations, c'est des données auxquelles on a eu accès plus récemment. Et en fait, ça, c'est des données du réseau de la santé, où il y avait un suivi justement des diagnostics de troubles de l'usage, donc toutes substances confondues. Puis là, on s'était centré typiquement sur les prévalences pour la tranche des 65 ans et plus. Puis là, vous voyez qu'on était rendu à du 8,11% au Québec spécifiquement. Puis si on compare sur toute la population, on est à 7,35 à partir de 12 ans et plus. C'est sûr que ça inclut les 65 ans et plus également. Avec un peu plus d'hommes qui sont concernés que de femmes. Mais aussi, il y a toute la notion de la croissance continue depuis les années 2000, depuis 20 ans grosso modo. Donc c'est ça. Vous voyez un petit peu que la courbe, elle augmente au fur et à mesure aussi. Alors, moi, si je m'attarde un petit peu sur la question des enjeux croisés, vieillissement, consommation, déjà, la première chose qu'on va avoir ici, c'est que la consommation de substances, c'est souvent quelque chose qu'on a en tête qui va concerner les jeunes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nier que une personne âgée peut consommer, peut avoir des enjeux. Ce qui fait que parfois, on arrive avec des situations qu'on va laisser échapper, puis que la personne, elle est bien entamée sur des enjeux de santé, des enjeux... J'ai toujours la question des chutes en tête, par exemple. Mettons quelqu'un qui a chuté, qui se rend à l'urgence, qui fait une consultation par rapport à sa chute. C'est rare encore qu'on questionne s'il y a une consommation mécaniquement, alors que c'est des choses qu'on peut observer. Donc, des questions d'intervention qui sont déclenchées ou des drapeaux qui vont se lever un peu trop tard par rapport à la consommation. Il y a aussi l'enjeu que, comme on ne considère pas que ça s'adresse aux personnes plus âgées, spécifiquement la consommation, les approches qu'on développe en intervention en dépendance, elles ne sont pas tout à fait à 100% ajustées à elles. Et là, par exemple, j'anticipe certaines choses, mais
quelqu'un qui commence à avoir un déficit cognitif, des approches qu'on a traditionnellement en dépendance, les approches motivationnelles pour des personnes qui ont des enjeux cognitifs, ça coince un peu parfois, quoi. Donc il y a des ajustements à avoir à ce stade-là. Donc ça, c'est un exemple. Mais là-dedans, on va rajouter toute la trajectoire de précarité sociale, d'itinérance, ce qui fait, je ne sais pas si vous avez assisté certains ont assisté peut-être à la même présentation que nous sur des personnes, ce matin, sur des personnes plus âgées en itinérance, où il y avait justement cet enjeu de vieillissement prématuré. Donc il y a des enjeux de santé précoce, il y a un vieillissement du corps plus rapide que la population, une personne âgée qui n'a jamais connu la rue, qui n'a jamais connu la précarité. Donc perte d'autonomie précoce aussi sur le plan physique, sur le plan cognitif. Et puis tout ça cumulé, en fait, ça va ramasser un certain nombre ça va faire appel à un certain nombre de barrières, d'obstacles à rentrer dans les services en tant que tel. C'est ça. Tout ça pour dire que tout ce morceau ensemble, ça va créer justement ça crée déjà un défi croissant pour les services, pour l'accompagnement de ces personnes-là dans le réseau de la santé, dans le réseau public et dans le réseau communautaire en tant que tel. Donc voilà. Donc là, maintenant, pour faire un petit topo rapide sur le projet de recherche, je laisse la parole à Oriane, qui va vous faire tout le topo méthodologique à ce stade-là. Oui, donc je vais vous parler un peu de notre projet de recherche qui est né en fait en réponse aux défis et au contexte en fait que Vincent a pu développer. Donc le projet Instapa, c'est l'abréviation d'instabilité résidentielle chez les personnes aînées. Donc en fait, c'est un projet qui répond spécifiquement aux enjeux croisés de la consommation de substances psychoactives, du vieillissement et de l'instabilité résidentielle. L'objectif final étant notamment de bonifier les interventions en dépendance en comprenant mieux les parcours et les besoins de cette population, donc les personnes aînées qui bénéficient actuellement de dispositifs de stabilité résidentielle qui sont offerts par des organismes communautaires. Donc plus concrètement, on avait 4 grands objectifs principaux. Le premier étant en fait de comprendre les trajectoires individuelles des usagers, donc c'est-à-dire leur parcours de vie, leur expérience à la fois au niveau de la consommation et du logement. Dans un deuxième temps, on a cherché à documenter les pratiques d'intervention, donc concrètement, qu'est-ce qui se fait sur le terrain dans les organismes communautaires. Ensuite, on a cherché à identifier les pratiques prometteuses dans la littérature internationale. On cherchait en fait des idées en fait, qui pourraient inspirer ou renforcer les interventions locales. Et finalement, l'objectif, c'était de pouvoir fournir de meilleurs outils pour les praticiens et les gestionnaires afin de soutenir leurs actions auprès de personnes aînées qui sont dans ces situations de vulnérabilité. Donc c'est un projet de recherche à la fois qualitatif et collaboratif qui s'est divisé en 2 parties, en 2 sources pour les données. Donc d'une part, on a conduit 57 entrevues, 29 étant avec des intervenants et des gestionnaires qui provenaient à la fois du milieu communautaire et des services en dépendance, ainsi que 28 entrevues avec des usagers qui provenaient de programmes d'hébergement et qui partageaient donc une histoire de consommation, d'instabilité résidentielle et de perte d'autonomie liée au vieillissement. En parallèle, on a donc fait une recension de la littérature internationale, à la suite duquel on a sélectionné 44 documents, à la fois de littérature grise et scientifique, qui ont donc aidé en fait, à appuyer les résultats empiriques qu'on a pu observer et identifier les pratiques et enjeux qui ont pu être documentés ailleurs. Merci, Oriane. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? C'est plus des trucs basiques là, qu'on a présentés. Oui, je vois une question ici. Est-ce que quelqu'un peut y lancer un micro? Pardon. Ah, le micro. Bon, le gros kit. Bonjour. Alors, je me demandais, quand on parlait de consommation, est-ce qu'on inclut les médicaments? Je vais laisser Vincent répondre, mais mes usages de médicaments, oui, mais ça inclut la majorité des substances, substances psychoactives, mais effectivement, le mésusage de médicaments est inclus. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve le plus dans notre échantillon, par contre. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Oui? Question ici? Au niveau des entrevues que vous avez passées, combien il y avait de femmes, pourcentage femmes-hommes? Personnes de la diversité de genre aussi? On a fait notre recrutement dans différents organismes, dont
le pavillon Patricia McKenzie, je ne sais pas si tu connais, ben, on n'a pas réussi à avoir des femmes dans l'échantillon. On a un homme qui s'identifie comme femme uniquement, mais sinon, c'est vraiment majoritairement des hommes, donc 99% des hommes. Mais on voulait vraiment inclure des femmes. Malheureusement, ça n'a juste pas fonctionné. Ouais. Petite question, quand vous parlez d'organismes communautaires, vous parlez des organismes communautaires ou des refuges? Ben, les deux. Des fois, dans un organisme communautaire, il y a un refuge ou non. Là, nos partenaires, principalement, là, c'est les 4 grands organismes de la Ville de Montréal, donc Mission, Bon Accueil, Oldbury, Maison du Père et Accueil Bonneau. Ça a été vraiment notre terrain de recherche. Dans le fond, ça s'est fait dans ces organismes-là. Vincent voulait rajouter un truc par rapport au... En fait, c'est pour la trajectoire des femmes, en fait. Parce que, justement, on n'a pas eu on n'a pas eu de femmes dans l'échantillon d'usagers. Par contre, on a interrogé les intervenants sur qu'est-ce que vous voyez, justement, comme parcours, comme trajectoire qui concernait les femmes plus âgées qui consomment. Puis là, on se rend compte qu'il y a quand même une trajectoire qui est distincte de celle des hommes. Puis, elles n'utilisent pas les mêmes refuges. Toute la question de l'instabilité résidentielle ne s'exprime pas de la même manière. Ce qui est juste dommage pour nous dans notre échantillon, c'est qu'on n'a pas rencontré en personne des femmes spécifiquement. Donc ça, c'est tout un enjeu. Puis même Yvon puis Jean-Guy diront qu'il y a des enjeux des côtés des ressources adaptées pour les femmes. C'était pas mal ça. Pour l'autre question aussi sur les questions des refuges, mais en fait, c'est sûr que nous, on a vu en fonction des partenariats avec les organismes, et à l'intérieur, ces organismes-là ont différents programmes. Il y en a, ils ont des refuges, il y en a qui ont des logements transitoires, il y en a, ils ont des programmes, typiquement la résidence JHCF, c'est du logement à plus long terme. Donc en fait, on est d'abord en partenariat avec les organismes communautaires, puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'eux proposent qui s'adresse à notre population cible. Donc, où est-ce qu'ils reçoivent typiquement des personnes âgées qui ont des enjeux de consommation, d'itinérance? Parfois, c'est les refuges, parfois, c'est les centres de jour associés, parfois, ça va être en logement spécifiquement. On essaie d'avoir une certaine diversification de ce côté-là, d'avoir... au niveau de leur parcours, leur trajectoire, par quoi ils passent, en fait. C'est par quel type de ressources ils fréquentent, toutes ces choses-là. Donc, c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Voilà. Puis je pense que le modèle de refuge typique là, qu'on a en tête, de refuge d'urgence, là, où les gens arrivent puis ils quittent après, a tendance à vouloir changer aussi. Là. J'ai l'impression qu'il y a une trame de fond d'avoir un accompagnement un petit peu plus serré, plus personnalisé, là, que juste on t'accueille, tu dors, puis après ça, on te kick out du refuge. Là. Mais bref, ceci étant dit, c'est pas la thématique aujourd'hui. Donc, je pense que c'est à toi, Vincent. Oui, effectivement. Je voulais juste me lever parce que j'étais tanné d'être assis. En fait, c'est ça. On allait passer un peu de temps. Alors, avant d'arriver sur les avenues plus intéressantes à vous présenter puis à discuter peut-être, on voulait faire peut-être mettre ça sur la table un petit peu des faits saillants du projet plus large. Puis là, plutôt que de présenter tous les enjeux que les personnes peuvent vivre, on s'est dit, on va essayer de créer une vignette qui synthétise un petit peu tout ce qu'on peut observer dans ces parcours, dans ces profils-là. Là, c'est pas une vraie personne, mais c'est une personne qui ramasse beaucoup des choses, des parcours... d'expériences en tout cas qu'on a pu rencontrer dans le cadre des entrevues qu'on a menées. Donc là, notre cher Robert, en fait, c'est quelqu'un de 76 ans, isolé. Retenez aussi l'idée de la perte justement des liens sociaux, l'isolement de façon très générale. Bon, qui a eu l'expérience d'un emploi très stable pendant une certaine durée. Puis moi, ça me fait toujours réagir parce que c'est la notion de rupture aussi. Pendant toute ma vie, j'ai une certaine stabilité. Puis tardivement, j'ai fait l'expérience de quelque chose qui se casse la figure. Puis là, je vais commencer à consommer, je vais avoir plein de circonstances qui vont faire que ça va complètement partir de bord. Alors, il y avait là, en l'occurrence, la question du deuil de sa conjointe, avec tout le profil de santé mentale qui accompagne avec ça. On pose la question de quel accompagnement il y a à ce moment-là. L'instabilité résidentielle qui s'accroche, qui est relativement récente, vous voyez, mettons à partir de 65 ans et plus, il y a la question de l'instabilité qui est là. Mais parce que c'est encore des questions de... Comment il peut justement maintenir son logement permanent, sachant qu'après lui-même il a commencé à consommer des choses de plus en plus importantes, puis qui avait une incidence justement sur sa capacité financière, surtout dans notre contexte actuel où les loyers, tous ces trucs-là augmentent, ou toutes les charges associées au logement, mettons que il est propriétaire de son logement. Il n'est plus en capacité de rester chez lui, en tout cas. Il y a un profil aussi de douleur chronique on voit souvent sur nos personnes âgées aussi, puis comment on arrive justement à gérer un petit peu ces profils de douleur, où est-ce que la personne va essayer de trouver des trucs pour se gérer elle-même et s'automédicamenter. La réponse étant souvent ça. Difficulté à se déplacer, à se doucher, à prendre soin de soi en général au quotidien.
dans les refuges ou dans les ressources qu'ils fréquentent au sens large parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés à quelqu'un qui a des enjeux de mobilité. Mettons que si ma toilette elle est au 2e étage, que moi je suis dans mon dortoir au 3e, puis que la toilette est en bas ou les douches sont tout en bas, mettons que parfois ça peut être un peu délicat si j'ai pas d'ascenseur, puis toutes ces choses-là. Consommation de substances, comme je disais, surtout l'alcool, qui est très longue, mais jusque-là c'était une consommation basique, récréative, puis il n'y avait pas d'enjeu particulier. Mais plus on commence à connaître la rue, à être un petit peu plus inséré dans la rue, là, il va y avoir des consommations de la rue plus spécifiquement. Puis là, la personne, elle perd pied par rapport à ça aussi. Puis la question de comment elle va chercher des services, toutes ces choses-là, parce qu'il y a toute la notion de désaffiliation qui intervient ici. Avec le vieillissement aussi, parce que ce monsieur Robert prend de l'âge, il y a aussi les capacités cognitives qui prennent un peu le bord de ce côté-là. Donc là, il y a toute la notion de confusion des organisations cognitives, toutes ces choses-là qui interviennent. Puis quand on est dans une ressource avec une vie collective, puis c'est sûr qu'on va interagir avec d'autres personnes. Puis là, il y a la question, s'il y a des comportements qui sont compliqués à gérer, des comportements agressifs parce qu'on lui dit tu peux pas faire ça ou tu peux pas faire ci, c'est ça. Ça peut être des enjeux qui sont importants à tenir. Donc, que ça soit adressé aux autres résidents, que ça soit adressé à l'équipe d'intervention au sens large. Bon, voilà. Puis après, il y a toute la question, le rapport au service, en fait. Puis là, on mettait souvent le refus du soin, mais parfois parce que c'est un cumul d'expériences qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y a une distance qui se fait avec les services qui dit, à quoi bon, à quoi ça sert maintenant ? De toute façon, je vais essayer un truc, ça ne marchera pas. C'est un peu cette dynamique-là qu'on entend souvent. Puis la question de l'exclusion, du retrait des ressources, d'hébergement, parce que la consommation, elle pose problème justement dans ces ressources-là. Donc voilà, donc c'est un peu tout le profil qu'on a, qu'on peut un peu synthétiser. Je dis pas que toutes les personnes sont systématiquement comme ça, mais c'est des choses qu'on retrouvait souvent en tout cas. Donc là, on était sur l'idée un petit peu, quels sont les enjeux vécus par Robert. Je suis passé un peu à travers ça. Côté instabilité du parcours, du profil résidentiel, c'est sûr que pas de domicile fixe. Des périodes d'itinérance, on ne sait pas vraiment à combien de temps, dans quelles circonstances il était dans la rue. Parfois, on a des personnes qui ne se confient pas nécessairement aussi sur ça, donc c'est un peu délicat d'aborder ça. Faible réseau social, comme je le disais tantôt, l'isolement, c'est comment on crée encore du tissu, du lien social avec cette personne-là. Cohabitation difficile dans la ressource avec les autres résidents, avec les intervenants, encore une fois. Consommation, comme je disais, c'est quelque chose d'assez au long cours, ils découvrent de nouvelles choses. Puis parfois, ça peut être assez confrontant de se dire, moi, jusqu'à présent, j'avais pas d'enjeu de consommation, puis là, je commence là, puis ma vie, elle est complètement fichue parce qu'on m'a introduit à des trucs, en fait. On m'a introduit à des choses que je voulais pas consommer, puis maintenant, je suis incapable de me défaire de ça. C'est quand même quelque chose. Mais par contre, j'ai dit, je me sens pas en capacité d'arrêter de consommer. Maintenant, c'est un peu ma vie, c'est un peu ma circonstance. Donc, il y a beaucoup la question que moi, j'ai pas envie d'arrêter. Il y a des personnes qui vont dire, je veux arrêter, puis j'arriverai pas nécessairement à me dissocier de ça. Mais voilà. Côté vieillissement, perte d'autonomie, beaucoup d'enjeux d'évaluation, de dire comment on évalue les pertes cognitives, comment on évalue les besoins de santé au sens large, tous ces aspects-là, puis qu'est-ce qu'on enclenche comme prise en charge par la suite, en fait. Donc j'essaie de brosser un portrait assez large de ce côté-là, mais là, de ce que vous entendez jusque-là, est-ce que vous voyez peut-être d'autres enjeux qui n'ont pas été mentionnés, peut-être qu'ils sont dans la vignette, peut-être qu'ils ne le sont pas, des choses que vous voyez peut-être dans votre clientèle habituelle aussi. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous souhaiteriez rajouter sur ce contenu-là, par exemple ? Oui. Ouais. Pour les personnes qui sont en logement autonome, c'est d'obtenir des services pour ces personnes-là, notamment des CLSC, les soins à domicile, puis aussi la nourriture. Donc, là, vous parlez des personnes qui sont dans un contexte un peu de refuge, mais pour les autres personnes, c'est un peu les enjeux qu'on retrouve quand les personnes perdent d'autonomie. Malheureusement, c'est la question de la nourriture, puis aussi les soins. Je peux juste rebondir sur ça, parce que d'une certaine manière, ça me fait du lien avec d'autres projets qu'on fait. Parce que justement, la question de la personne qui est encore en logement, la question, pour moi en tout cas, la question du soutien à domicile, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être attraper au moment où la personne elle est encore chez elle ? Puis là, on est carrément sur des perspectives un petit peu, si on regarde la trajectoire au long cours, de prévention. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses à ce moment-là qu'on peut mettre en place pour éviter qu'il y ait une perte d'autonomie qui s'accentue, une consommation mettons qu'il y ait une perte de contrôle accentuée sur la consommation, puis d'autres enjeux au quotidien qui font beaucoup de sens dans ce que vous avez dit. Donc, j'accroche les choses en route là, mais c'est ça. Ouais. Puis je faisais aussi du lien sur ce que j'ai entendu en avant, c'est que la madame disait justement qu'il y avait des notions de lésions cérébrales acquises. Moi, je l'intègre dans la notion des troubles cognitifs, mais c'est vrai que
c'est aussi un autre projet sur lequel je suis. Quand je parlais des enjeux de déficience physique, il y a un peu cet aspect-là. C'est beaucoup les traumas physiques de personnes qui chutent, qui subissent des violences, des choses comme ça, mais il y a aussi, ne serait-ce, les répercussions de la consommation au long cours, en fait. C'est aussi la notion, mettons, c'est un Korsakoff ou quelque chose comme ça, c'est lié à l'alcool, puis ça a quand même une atteinte significative, puis ça rentre dans cette catégorie aussi. Puis c'est quand même quelque chose de très complexe à identifier, puis ensuite à accompagner. C'est des choses, mettons que la personne, elle a justement des enjeux de mémoire, elle n'est plus en capacité de se dire, à telle période, j'ai vécu ça, j'ai vécu des violences, je suis tombé, j'ai eu des traumas. Puis dans les services, ils ne sont pas en capacité d'avoir un historique, en fait, sur ces choses-là, en tout cas. Mais voilà, donc, c'était un très bon ajout aussi. Il y avait d'autres questions Levez ta main, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, merci. Donc, je disais que je travaille à Médecins du Monde, puis nous, un autre facteur, c'est le manque de statut migratoire. Donc, si on parle d'une personne citoyenne canadienne qui a une couverture médicale, c'est pas facile, mais au moins c'est quelque chose. Mais je sais pas si vous avez aussi rencontré des personnes âgées sans couverture médicale, donc là, il y a vraiment aucun service. Je pense pas qu'on avait de statut migratoire mais en même temps, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus depuis les dernières années, je trouve aussi, là, à force de discuter avec des gens du communautaire ou des services en général, c'est pas que le communautaire. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un parcours, qui ont immigré au Canada, mais qui depuis, ils ont, mettons, la nationalité, toutes ces choses-là, mais bon, bref, ils ont eu ce parcours-là aussi. Mais c'est sûr que déjà, en temps normal, je dirais que c'est compliqué la couverture administrative d'une personne qui a vécu de la précarité sociale et tout ça. Mais là, en plus, avec quelqu'un qui a un statut encore plus précaire d'un point de vue migration, que ce soit un réfugié ou quelqu'un qui est en attente d'avoir un statut un peu plus régularisé, c'est sûr que c'est quelque chose à travailler davantage. Puis effectivement, c'est tout un morceau à développer davantage. Là, donc, ouais. Je ne sais pas s'il y avait... Juste lever la main, s'il vous plaît, ou raise your hand. Ouais. Là. Merci. Excusez, désolé. J'aime ça qu'on a amené cet aspect-là, mais il y a aussi des personnes qui ne savent pas lire ni écrire, donc qui sont complètement bloquées des services parce qu'ils ne peuvent même pas identifier comment aller le chercher. Ça fait quand même partie d'une bonne partie des gens, là, je trouve. Sur ce bout-là, je peux rebondir sur une autre chose, mais encore une fois, sur un autre projet qu'on a fait, mais qui touche aussi une population similaire. À quel point la différence de bagage, on va dire, culturel, peut être confrontant en fait dans la cohabitation sociale en fait. Mais mettons là, j'ai l'exemple des ressources d'hébergement et de soins de longue durée, où des personnes qui sont au bout de la route en termes de capacité à être en hébergement autonome et tout, mais il y a un mélange, il y a une espèce de mixité avec des personnes qui ont plein de parcours différents, mais qui se retrouvent dans ces ressources-là à la fin de leur vie. Mais elles ont quand même tout ce parcours de vie-là, ce qui fait que c'est confrontant de se dire, moi j'essaie de m'exprimer à quelqu'un, mais que cette personne-là vient d'un milieu social peut-être plus élevé à un moment donné, puis là il va y avoir quelque chose où ils ne se comprennent pas. Là. C'est des tensions qui existent, mais parfois ça peut être des trucs bêtes comme ça. C'est-à-dire comment on met les gens au même niveau, que ce ne soit pas la confrontation, du conflit permanent pour dire on ne se comprend pas, on ne se parle pas de la même manière, puis toutes ces choses-là, mais effectivement c'est un bon point aussi. Quoi. Les traumatismes crâniens dus à plusieurs chutes, puis obtenir des services par la suite quand ils sont jeunes, mais pas assez jeunes, étant donné la situation. Mais il y a tout le problème de l'incontinence aussi qui se rajoute. Ouais. Ça fait partie du grand tableau justement de la perte d'autonomie dans des ressources qui ne sont pas nécessairement équipées pour accompagner cette perte d'autonomie-là aussi de façon globale, mais c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut avancer sur le reste? C'est ça. Ok, merci pour vos ajouts. C'est très pertinent, très actualisé aussi. Puis ça, c'est toi, par contre. C'est le chat? Ouais, c'est le chat. J'ai vu ta venue l'autobus pour rien. Ouais. J'ai compris la référence. Personne d'or jusqu'à maintenant? Tout est beau. Pour faire un petit topo sur la trajectoire là, des personnes qu'on a rencontrées,
Vincent en a déjà parlé un petit peu, là, mais on voit au départ là, une consommation qui prend plus de place et vient par la suite la perte du logement due à la consommation et due aussi par plein d'autres facteurs, dont l'augmentation des prix, des loyers et tout ça. Dans le contexte qu'on a fait la recherche, l'augmentation des prix n'était pas aussi flagrante, là. C'est pour ça que c'est peut-être moins dans nos diapos, parce que c'était avant et au début de la COVID, en fait, là. Et donc, c'est ça. On a un petit topo ici de la trajectoire de ces personnes-là. Là. Donc, les gens utilisent les dispositifs de stabilité résidentielle, les ressources communautaires. Il y a un besoin de prise en charge qui est de plus en plus grand à cause de la consommation et de la perte d'autonomie. Il y a la consommation ensuite qui limite l'accès aux hébergements pour personnes aînées. Donc, dans les RPA, là, on sait que la consommation est quand même assez tabou et parfois directement refusée, dans le fond, là. Donc, les critères, là, RPA, RI, CHSLD, etc., c'est assez, je dirais, hétérogène, là. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, mais on c'est quand même connu que dans les RPA, c'est assez strict à ce niveau-là. Puis ensuite, ben, il y a les ressources qui sont... je mets à part la Maison du Père qui ont leurs propres ressources pour personnes qui ont des enjeux de consommation et qui ont un vécu d'itinérance, mais sinon, la majorité des ressources pour personnes itinérantes à Montréal spécifiquement et au Québec ne sont pas nécessairement adaptées à recevoir des personnes qui ont des pertes d'autonomie et un vieillissement précoce. Là, parce qu'on le sait, pour recevoir un service, par exemple, dans le réseau, ça prend 65 ans. Je ne dis pas... tout le temps, là, mais généralement, il y a un critère d'âge qui est fixe, qui est là, puis que si le critère d'âge n'est pas là, ben la réception des services, c'est plus ou moins parfait. Donc, les gens n'ont pas toujours les services dont ils ont besoin à cause de ça. Puis, en plus, la consommation se met par-dessus ça, et là, ça rend tout ça complexe. Puis, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, là, si jamais vous voulez m'arrêter. N'hésitez pas, là, je sais que vous vivez probablement des enjeux différents que ce qu'on présente ici. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, nous, ce que les gens nous ont verbalisé là, par rapport aux enjeux, beaucoup le sentiment d'impuissance face au phénomène des portes tournantes, donc les gens qui font un séjour à l'hôpital, par exemple, et qui sont renvoyés dans les ressources communautaires. Donc, les gens du réseau communautaire se sentent impuissants parce que, premièrement, ils sont souvent pas avisés de l'arrivée des gens, donc ils sont pas préparés à ça. Ça rend la chose très complexe et ça rend la chose complexe aussi pour la personne qui se fait envoyer dans une autre ressource et qui n'est pas accueillie de façon décente, dans le fond. Puis on se met en tête que c'est une personne qui est âgée là, et tout ça. Donc, ça, c'est pour le premier point. Pour le second point, c'est quelque chose qui revient aussi souvent, là, c'est l'absence et le manque. L'absence et le manque, ça veut dire la même chose, mais je dirais qu'il n'y a pas nécessairement d'offre de formation qui est adaptée à les enjeux croisés de dépendance et de vieillissement. Donc ça, c'est un besoin criant des équipes d'intervention du réseau communautaire, mais aussi les gens qu'on a rencontrés qui sont, parce qu'on a rencontré des gens qui sont dans le réseau de la santé, mais en dépendance, donc dans la direction santé mentale dépendance, mais eux, il y a une offre de formation avec la dépendance, certes, mais moins sur les enjeux de perte d'autonomie et de vieillissement. Donc, d'un côté, ça prend plus de formation en lien avec les profils gérontaux et consommation. Puis de l'autre côté, ben, ça prend davantage de formation sur les dépendances et le vieillissement. On note aussi, c'est quand même un point important, là, on aurait dû le mettre en premier, mais pour que les choses qu'on va vous mentionner après, là, on a plusieurs suggestions d'amélioration qui nous proviennent des équipes directement, mais pour que tout ça prenne place, ça prend évidemment une collaboration entre les services, donc entre le gros éléphant qui est le communautaire, le réseau de la santé, pardon, c'est l'inverse. Fallait pas que je me trompe, mais c'est là que je me suis trompé.
et le réseau communautaire. Donc, une collaboration entre les deux. Il existe certains corridors de collaboration entre certaines personnes spécifiques, mais si les personnes s'en vont ou changent de poste, les corridors s'effondrent. Donc, de créer quelque chose là, qui va rester dans le temps et quelque chose d'assez concret là, pour que les gens savent qui appeler, qui contacter dans telle ou telle situation. Donc, une collaboration globale là, entre les services serait de mise. Aussi, on a perçu aussi des défis au niveau de l'évaluation, des enjeux au niveau de la perception des symptômes. Donc, ça, c'est plutôt en lien avec des formations, donc des formations sur comment reconnaître les symptômes, dans le fond, des gens qui sont aussi en situation de perte d'autonomie, mais qui ont des enjeux de consommation. Donc, les symptômes sont différents des gens qui sont plus jeunes et les capacités de consommation sont différentes d'âge en âge. Et donc, c'est ça, je l'ai mentionné déjà là, une mauvaise compréhension des enjeux associés à la consommation chez les personnes aînées. Donc, de détecter, au niveau de l'évaluation, c'est super important. Puis encore là, je pense que dans certaines équipes, la consommation des personnes plus âgées reste tabou, reste un sujet qui est moins abordé que la consommation des gens qui sont plus jeunes. Oui, je vois une main, je suis content. Allez-y. Pour les évaluations, là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes plus âgées, puis ils nous demandaient toujours le 3 mois de sobriété pour les évaluations au niveau de la consommation. Dans quel service exactement? Ben, en itinérance, en consommation. Okay. Ils demandent toujours un 3 mois de sobriété pour qu'ils puissent être évalués, autant neuro, physio, tout ça. T'sais, moi, c'est quand même quelque chose qui a ralenti beaucoup les services. Je ne sais pas si vous aviez comme des pistes de solutions ou regardez c'est quoi votre réalité à vous? Bien, on a plusieurs pistes de solutions, effectivement, qui ressortent de nos entrevues là, avec les équipes d'intervention, autant au niveau du réseau de la santé et du réseau communautaire. Puis, le timing est quelque chose qui revient vraiment souvent parce que les gens qui sont en situation d'itinérance, quand ils veulent un service, ils en ont besoin maintenant parce que ça se peut que le lendemain, ils changent d'idée et le service ne sera pas disponible. Donc oui, le 3 mois, je trouve ça assez... c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup demandé, là, un 3 mois de sobriété. Je trouve que c'est insensé de demander ça. Je ne sais pas dans quel contexte là, la demande a été faite, mais... OK. Effectivement, ça me sonne une cloche dans certains organismes qui demandaient... Il y a certains programmes de connaissances qui demandent la sobriété pour accéder au programme. On n'a pas vraiment exploré cette thématique-là, mais effectivement, je trouve que c'est irréaliste de demander 3 mois de sobriété pour avoir accès à un service. Bien, pour nous aussi, c'était 3 mois pour l'évaluation des problèmes cognitifs. Fait que les équipes médicales ne font pas les évaluations, se déplacent pas, reçoivent pas la personne tant aussi longtemps qu'on peut pas leur dire qu'il y a 3 mois d'abstinence. Okay. Moi, je voulais revenir sur le manque d'adaptation des services publics. Là. J'ai deux exemples. Une qui acceptait pas les cigarettes indiennes. Au niveau un service, tu veux dire? Une ARI okay. qui n'acceptait pas les cigarettes indiennes. On avait un résident qui était santé mentale avec des enjeux cognitifs. Juste lui demander de mentir, c'était pas possible. Là, Il acceptait juste les mecs d'eau. Juste les vraies cigarettes achetées comme faux dépanneur. Fait que ça, c'était un enjeu quand même majeur pour nous. Puis l'autre chose, c'est aussi les personnes qui sont séropositives au VIH. Dans les ressources publiques, là, les ARI, CHSLD, on a souvent dû composer avec des équipes qui étaient pas formées, manifestement pas formées, avec beaucoup de méconnaissances, un peu de préjugés aussi dans toute la stigmatisation que les personnes en situation d'itinérance qui consomment aussi, ça empire tout ça. Fait que les enjeux liés au VIH sont quand même importants aussi encore aujourd'hui en 2025. C'est malheureux. C'est pas quelque chose qui est ressorti dans nos entrevues vraiment, là, cette thématique-là. Mais le truc des cigarettes, ça m'étonne pas tant. Je dirais que c'est spécial, mais je suis pas vraiment étonné là, des ARI. On a vu des choses avec les cigarettes aussi, là. Mais oui, c'est plus ou moins... tu sais, il y avait des périodes pendant la COVID là, qui laissaient fumer dans les chambres, par exemple. Je sais pas si toi, tu pensais à un autre truc spécifique.
Oui, mais si tu veux rajouter... En fait, vous avez de la chance parce qu'au final, on parle d'un projet, mais on n'arrête pas de parler d'autres projets à côté. Mais parce que tout ça est ensemble, c'est que c'est des personnes qui passent sur différentes ressources. Puis au fur et à mesure, nous, on est revenus dans le courant de où est-ce qu'ils étaient avant. Puis parfois, ils étaient dans le communautaire, parfois, ils étaient à d'autres places. Mais là, l'exemple que j'avais en tête, c'est comment, typiquement des CHSLD, commençaient à intégrer la consommation de cannabis avec la consommation de cigarettes. Puis, parfois, on a vu des trucs, nous, on est en dépendance, où on regardait ça, on disait... genre, mettons qu'ils avaient le droit seulement de fumer sur la terrasse, à l'extérieur. Mais en fait, les fumeurs de cigarettes traditionnelles ne voulaient pas avoir de fumée de cannabis avec eux. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Donc, soit on fait des tours, puis là, c'est un peu compliqué à gérer au bout d'un moment, soit on trace une ligne au sol, puis on met les... Oui, avec du tape. Puis on met les fumeurs de cigarettes d'une part, puis les fumeurs de cannabis de l'autre part, puis on espère que le vent, il souffle pas. Et c'est des choses comme ça, c'est que en même temps, ça veut bien dire que les ressources, elles sont pas adaptées à faire cette cohabitation-là, en fait. Parce que là, ils sont en train de dire comment on pousse des murs, ou est-ce qu'on crée des espaces pour mettre des fumeurs de cannabis, des fumeurs de cigarettes. Parce que c'est pas des personnes qui peuvent aller à 9 mètres devant la résidence, puis tout ça, puis revenir. Sinon, il faut que tu prennes un préposé, que tu l'emmènes avec lui, puis pour une personne. Ça marche pas comme ça dans les CHSLD, on s'entend. Mais c'est ça. Mais bon, je partais avec ça là. Mais... C'est bon. Mais oui, j'avais un autre exemple. Ah oui. Mais... quand on parlait justement de la... on va mettre le mot, c'est la notion de stigmatisation des usagers. Là, on parlait du statut de séropositivité. Mais moi, j'ai juste la stigmatisation du consommateur de substances. Là, j'allais faire des rencontres justement dans des milieux comme ça d'hébergement, dans le réseau public, où on me disait, de toute façon, ces gens-là, c'est tous des menteurs, c'est tous des voleurs. Puis ça, c'est des intervenants. Puis là, c'est des intervenants, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Là, on est vraiment sur un niveau de qu'est-ce que je construis comme interaction, comme relation avec mes usagers si je pars du principe que la personne va me mentir ou va essayer de me voler quelque chose. Donc on part de là, en fait. Quand on parle de questions de formation, c'est pas dire que tout le monde sait rien faire, c'est juste que sur les questions de consommation, c'est normal de pas forcément avoir ça. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas ce bagage-là, c'est nos préjugés personnels qui embarquent, en fait. Donc ça apprend d'avoir une certaine sensibilisation sur les choses. Puis là, avec l'expérience de ces projets-là, on a le temps de voir la temporalité évoluer, de se dire, les personnes, maintenant, ils ont cette sensibilité-là, de se dire, tu sais, cette personne-là, elle consomme, elle a des enjeux de consommation, ça reste une personne. Mais là, je dis ça comme ça, mais c'est énorme, en fait, comme pas, comme, on va dire, comme marche qui a été accomplie, en fait, de là où on a commencé. On a des situations comme ça où on découvrait des substances inconnues qui venaient dans la chambre, qui étaient sur la table de nuit, où il y avait le petit tas de poudre. Puis là, on dit, l'intervenant me dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, moi, je dis, tu mets des gants. Puis... Parce qu'on est rendu là, je ne sais pas quoi faire avec une substance qui est inconnue, puis toutes ces choses-là, où je vais pitcher ça dans la toilette, puis je m'en débarrasse. Mais il y a tous des protocoles à établir, à mettre en place, puis ça se construit au fur et à mesure. Puis là, maintenant, ça commence à enclencher toutes ces choses-là. Mais là, on parle de choses que ça date pas de ça date d'il y a pas longtemps, en fait, quoi. Mais bon, j'ai plein de trucs comme ça, là, mais c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein d'autres enjeux aussi que les gens peuvent vivre, là. Puis, je pense qu'il restait aussi deux autres questions. Oui, ouais, vas-y. Moi, excusez, je bug un peu. Prends ton temps. J'avais en fait un questionnement parce que, tu sais, genre, je suis pas arrivé depuis le début, donc ça se peut que je sois un peu mélangé. Mais on parle ici beaucoup de personnes qui sont âgées, même en perte d'autonomie. Et moi, j'avais un questionnement par rapport aux ressources, à l'itinérance, au service global vers l'itinérance pour les personnes qui sont dans la marge de peuvent plus aller dans les comme genre entre 30 ans et 60 ans, la marge où il n'y a pas de ressources pour jeunes et il n'y a pas de ressources pour perte d'autonomie ou vraiment des personnes plus vieilles à partir de 60 ans. Et en fait, j'avais un questionnement par rapport à ça parce que moi, je suis beaucoup issu du système plus jeunesse, de l'itinérance jeunesse et ancienne aussi des placés. Donc, j'avais une question de est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que, pour vous, la solution serait plus une coalition entre le jeunesse et le plus aîné? Et j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ce sujet-là.
Bien, c'est sûr que dans nos projets qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment axé sur le vieillissement, la perte d'autonomie et l'itinérance. On s'est concentré vraiment moins sur tout ce que tu mentionnes, quoique c'est super intéressant. Par contre, c'est moins dans nos résultats de recherche. Ce qu'on a fait pour faire un peu de pouce là-dessus, c'est qu'on inclut souvent des gens plus jeunes. Là, on parlait du 65 ans, puis dans nos recherches, on inclut des gens qui ont un profil gériatrique. Donc, on a rencontré le plus jeune, je pense qu'il avait 47, mais reste qu'on n'a pas rencontré nécessairement de jeunes là, issus de la jeunesse et tout ça. Fait que je peux pas vraiment répondre à ta question à ce niveau-là. Je suis désolé. Peut-être que Vincent peut rajouter quelque chose. En fait, je vais parler d'un autre projet encore. Mais, parce qu'en fait, à la base, je m'intéressais... Quand j'ai commencé à travailler en recherche, j'étais beaucoup plus sur l'itinérance des jeunes. En fait, je travaillais avec tout ce qui était tapage, spectre de rue, des choses comme ça. Puis forcément, moi, c'est un truc qui m'avait toujours intrigué, de dire, tu sais, mettons au début, spectre de rue, pour tapage, tu avais 30 ans, tu passais à 31, tu n'étais plus dans le programme. Mais c'est toute cette notion de rupture-là pour des jeunes, typiquement des anciens placés qui arrivent à 18 ans, puis dire, c'est fini pour toi, puis débrouille-toi dans la rue, puis tout ça. C'est beaucoup des trajectoires qu'on avait. Puis là, on a un peu le même enjeu de l'autre bord de la vie, c'est-à-dire, t'as pas 65 ans, t'as pas accès, mettons, à plein de choses, t'as pas accès à des ressources officielles et tout. Mais sachant que nous, avec nos parcours de précarité, d'itinérance, c'est des personnes qui, déjà à 50 ans, voire même avant 50 ans, qui ont des profils de perte d'autonomie gériatrique, on va dire. Okay, il y a tout un enjeu, c'est qu'on voit souvent, on est un peu dans le pays des silos, quoi. C'est personne parle avec personne, là. Puis je pense qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être à ouvrir au niveau des règles de programme. Puis là, je ne sais pas nécessairement si tu connais forcément le paysage de tapage et tout, mais au niveau des programmes tapage au Québec, maintenant, il y en a qui intègrent toute la vie, en fait. C'est des choses qui sont à la base pour des jeunes, maintenant, on va intégrer n'importe qui en a besoin, en fait. Et je pense que c'est peut-être une piste de solution de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de vraiment mettre des cases très fermes de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut intégrer? Puis les jeunes, ils aiment bien, enfin les gens aiment bien, parfois un peu, on est dans du multigénérationnel aussi sur de l'intervention communautaire, puis ça fait du sens, c'est-à-dire cette personne-là, elle a eu du vécu, puis elle veut partager avec moi, puis moi je peux lui partager des choses de maintenant, là. C'est des choses qu'on entend, puis qui sont quand même intéressantes pour mettre tout le monde ensemble, quoi. Puis c'est ça. Je dirais par rapport à nos affaires, c'est pas nécessairement mentionné, mais je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là de se dire, surtout dans le communautaire, tu vas accueillir des personnes qui ont une perte d'autonomie précoce. Là, qu'est-ce que tu fais pour ajuster ça? Tu vas pas attendre qu'ils aient 65 ans pour mettre, là, tu vas aller dans cette résidence-là. Peut-être qu'il y a une espèce de souplesse à avoir, d'avoir quelque chose qui commence à être ajusté, que tu peux mettre des préposés, qui peuvent accompagner quand il y a des besoins quotidiens. Et dans le meilleur des mondes, on crée des ressources avec de la place pour tout le monde, puis c'est ça aussi, mais c'est un peu ça la réalité, de te dire, on essaie d'accommoder tout le monde comme on peut, là, mais c'est ça que je vois comme chose, en tout cas. Là. Mais voilà, c'est ça que j'avais ajouté. Est-ce qu'il y avait une autre question? À mon sens, il n'y en avait plus. Super. Je vais passer vraiment rapidement là-dessus. En fait, je vais skipper la slide parce que le temps avance vraiment vite et j'aimerais laisser de la place un petit peu à Yvon et Jean-Guy. Comme je vous ai mentionné tantôt, on aimerait vous entendre sur les enjeux que vous avez vécus dans votre trajectoire d'itinérance. Fait que je vais laisser premièrement la parole à Yvon. Excuse-moi. Tu peux approcher ton micro si tu veux. Je sais pas comment vous avez des questions pour eux aussi après, n'hésitez pas. Est-ce que vous entendez bien? Ça, mon nom, c'est Yvon. Moi, c'est ça, la consommation de l'alcool, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Puis, souvent, ils disent que, tu sais, les traumatismes quand t'es jeune, puis tout ça. Ben, moi, j'ai un frère de 7 ans qui est décédé quand j'avais 14 ans. Puis moi, j'étais une personne qui était vraiment croyante, que j'allais à l'église tous les dimanches. Puis finalement, j'avais une tante qui était religieuse, puis elle m'avait dit que c'est le petit bon Dieu qui est venu chercher, parce que... Puis là, j'ai dit, parle-moi pas du bon Dieu qui prend un enfant de 7 ans, tu sais. Fait que j'ai grandi avec ça, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir à ça par après. C'est que j'étais un petit peu rebelle à ça. Je croyais encore, mais en tout cas, j'avais mes doutes. C'est ça. Puis, finalement, au fil des années, moi, j'ai fait du PTSD, qu'ils appellent, opérationnel, puis tout ça. Puis en 2001, ils reconnaissaient pas ça. Eux autres, ils disaient que c'était pas... ça fait qu'il a fallu que j'attende des années par moi-même. Ça m'a fait consommer beaucoup, beaucoup. Moi, j'étais marié, j'avais une petite fille, puis tout ça. Puis quand je suis revenu, mais c'est moi qui est parti parce que je buvais trop.
Puis j'avais dit, ben si jamais un jour je viens régler mon problème d'alcool, ben tu sais, j'aurais mes revenus. Mais il y a toujours, dans l'alcoolisme, tout ça, ça fait partie de la maladie, tu as des rechutes. Puis c'est ça. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une sorte d'expérience, en tout cas, que moi, je m'ai mis à genoux quand j'étais tout petit, je faisais ma prière quand j'étais dans ma chambre. Puis depuis ce temps-là, adulte, je m'avais jamais mis à genoux. Puis là, j'étais proche du suicide. Puis j'ai été vraiment proche. Puis là, je savais pas que je sais écrire, puis je savais pas que c'était. Puis là, j'ai dit, si j'écris pas rien, des fois, le monde va penser, c'est peut-être moi, c'est peut-être à cause de moi, peut-être que... Puis finalement, je m'y mets à genoux, puis je sais pas pourquoi, mais ça faisait longtemps. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Puis là, je m'y mets à genoux. C'était la première fois, là, comme je vous dis, depuis l'âge de 14 ans. Puis j'ai demandé, mais si t'es là, faites quoi? Parce que je suis plus capable. Puis finalement, j'ai ressenti c'est quelque chose que c'est dur à expliquer, là. Il y en a des fois qui entendent, que Dieu leur parle, tout ça. Mais moi, c'est comme c'est une chaleur. Puis c'était comme, comment je pourrais dire, une paix. Puis c'était comme, mais c'est pas moi, c'est toi qui s'éloigne de moi. Puis le lendemain, j'ai demandé pour une Bible, parce que quand on était catholique jeune, on n'avait pas le droit de lire la Bible. Puis j'ai tombé sur Romains 7 pour une raison ou une autre. Si jamais vous regardez ça, c'est l'homme et son péché. Puis en tout cas, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis j'ai lu l'histoire de Paul, puis lui, c'était le pire persécuteur des chrétiens. Lui, il avait 2 citoyennetés, ça fait que les Romains, il avait de la misère comme avec lui, puis il était juif aussi. Ça fait que finalement, lui, sur le chemin de Damas, j'ai m'allé vite là-dessus, là. Il s'est fait projeter de son cheval, il y a une lumière bien éclatante puis il l'a frappé. Puis là, il dit, mais pourquoi tu me persécutes? Puis à partir de là, lui, c'est lui qui a my God, il était partout, qui a répandu la parole puis tout ça. Puis moi, ça m'a affecté beaucoup parce que je me disais, si ça peut quelqu'un peut être sauvé comme ça, cette personne-là. Puis ça m'a tellement frappé qu'il n'y a aucune drogue, aucun alcool qui a fait ça, ce sentiment-là que j'avais. J'ai même demandé pour aller étudier, puis j'ai été étudié à l'Université de Sherbrooke en théologie, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui m'avait arrivé. Puis j'ai comme compris, là, puis tout ça. Puis moi, c'est ça, moi, j'ai toujours été une personne qui, en appartement, j'étais pas capable de rester tout seul. Quelqu'un qui parlait plus tôt, là, que, tu sais, des fois, moi, je pense que le plus gros mot qu'il y a aujourd'hui, tu sais, la mal, là, que le monde vit, c'est la solitude. Il y a des personnes qui sont chez eux, ils n'ont personne, puis ils boivent. Puis moi, c'était mon problème. Moi, quand j'étais en appartement, je n'étais pas capable de réussir. Parce que moi, j'étais habitué de voir le monde le matin, le monde le midi, le soir en te couchant. Tu te réveilles le lendemain, tu vois des gens. Puis moi, c'est ça me prenait. Puis c'est ça, j'ai fait une couple de thérapie, tout ça. Comme je disais, on a eu des rechutes au travers de ça. J'ai été des longues périodes de sobriété, puis je remercie le bon Dieu pour ça. Puis finalement, de l'art Cormier, j'avais suivi une thérapie là-bas. Puis l'intervenante que j'avais, elle m'avait dit, mais t'as jamais vérifié la Maison du Père? Puis moi, la Maison du Père, ça faisait, my God, ce nom-là, j'attendais ça faisait longtemps. Je me disais, my God, ça doit être une de ces ressources. Parce que moi, j'ai couché un soir à un endroit, je ne le mentionnerai pas, là, mais le lendemain, je n'étais pas capable. J'avais un sac de couchage, puis au mois de février, j'ai rien que passé 2 mois à l'extérieur. Mais l'hiver, c'est froid, là, il faut que tu te débrouilles. Puis dans le jour, je faisais du bénévolat dans une place qui s'appelle le Pas de la rue. Ça fait que quand le refuge, eux autres qui sortent à 7 h le matin, ben, ces gens-là peuvent aller là, sont à chaleur, puis ils mangent, il y a des jeux de société, ils rencontrent des gens. Puis c'est ça, je trouvais que c'était super. J'ai retrouvé un appartement, puis tout ça. Finalement, encore, j'ai eu une rechute, puis je faisais même un bon salaire, là, mais j'ai tout perdu. Je n'étais plus capable de payer le condo, j'étais plus capable. Ça fait que c'est comme ça que j'ai retourné dans la rue. Puis moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais... Tu sais, puis c'est ça qu'on dit souvent, ça peut être des avocats, des médecins. Je connais même un pharmacien qui a connu l'itinérance et tout ça. C'est pas l'éducation, c'est vraiment...
sais, ils parlent des traumatismes, tout ça, puis c'est pas juste l'armée, là, c'est aussi les traumatismes que les jeunes vivent. Hein, tu sais, tantôt, il parlait, là, pour les femmes, tout ça. Ben, Jean-Guy va vous le parler plus tard, là. C'est qu'eux autres, c'est les plus vulnérables. Puis il n'y a pas grand endroit à Montréal qu'il y a des endroits pour les accommoder, les personnes qui sont battues. Là, il y a une loi qui avait été changée qu'avant, la femme ne mettait jamais la charge parce que le mari était il n'y avait pas. Puis là, c'est les policiers qui décidaient, tu sais, quand ils allaient, puis ils voyaient qu'il y avait des marques de violence. Bien là, ils apportaient la femme. Puis il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Moi, c'est ça, j'ai été chanceux parce que j'ai connu la Maison du Père. Puis la Maison du Père, c'est spécial parce que c'est le seul endroit à Montréal où tu peux rester jusqu'à temps que tu mets ta vie est finie, là. Puis c'est vraiment spécial. Puis ça enlève beaucoup de stress parce qu'il y a des gens qui allent un endroit, 3 mois, puis ça, il faut qu'ils aillent à un autre endroit. Puis ça, il faut qu'ils cherchent un appartement. Puis moi, la Maison du Père, elle a tellement de... Comment je dirais dire, de services. Les intervenants là-bas, il y en a qui ont des formations pour tout ça, mais il y en a, ça fait 20 quelques années qu'ils sont là. Puis c'est... t'as un intervenant, là, tu sais, puis ils viennent à te connaître après un temps. Moi, après 3 semaines isolé dans ma chambre, ils savent que je suis en train de me préparer pour une brosse. Puis, puis la personne que j'ai était tellement gentille, elle avait tellement peur de cogner. Mais en dernier... quand ça commençait à être plus... quand je rentrais, puis j'étais un petit peu en état d'ébriété, là, elle dit, tu vas t'en là, puis tu vas rester là jusqu'à temps que... Puis moi, j'écoutais, ouais, c'est bien correct. Puis, mais c'est la Maison du Père qui m'a sauvé la vie, parce que j'ai eu une attaque de cœur, il a fallu un 4 pontage qu'il appelle. J'ai eu une couple d'affaires avec le CHUM. Le CHUM aussi, j'ai suivi avec un psychiatre 1 an pour le PTSD, comme je vous dis. Puis ça m'a beaucoup aidé. Présentement, je rencontre aussi un psychologue, que lui aussi, ça m'aide beaucoup. Je suis encore en lien avec ma femme, tout ça. Elle a rencontré un bonhomme. Moi, j'ai été le visiter, puis tout ça. Ce gars-là, il est super bon. Il a bien élevé ma fille, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, ben fais-toi-en pas, t'auras pas de compétition. Puis tu restes avec, tu l'aimes vraiment, ma femme. Puis il avait dit oui. Puis... mais, tu sais, des fois, c'est le passé, les regrets. Puis, après ça, c'est la nostalgie qui rentre. Parce que moi, j'aurais jamais pensé que la vie passait si vite que ça. Mais elle passe vite. C'est pour ça que je dis, s'il y a les jeunes aujourd'hui, c'est profitez-en de la vie chaque jour. Parce que tu vas regarder en arrière une bonne fois, puis tu vas dire, my God, je suis rendu à 70 ans, où est-ce que ça a tout passé, tu sais. Puis... mais c'est ça, t'as pas besoin d'alcool, puis t'as pas besoin de... Les jeunes aussi, c'est... comme je vous disais, les femmes, c'est les plus vulnérables parce que la prostitution à Montréal, tout ça, ils sont... Il y avait le terminus de Montréal, que le YMCA, moi j'ai travaillé pour eux autres 4 ans, puis il y avait un kiosque là-bas tout de suite, quand les petits jeunes sortaient de l'autobus, il y avait du monde qui les attendait, puis tout ça. Je trouve ça tellement triste. Puis... c'est ça. Là, à la Maison du Père, ben... Il marche ou... Non, il a switché. Ah, OK, super. Je veux juste qu'on laisse encore un petit peu de place à Jean-Guy. Ah, puis je vois que le temps avance vraiment vite. Il est déjà 2h50. Je pense que Jean-Guy avait quelque chose aussi à nous mentionner à ce sujet-là. Moi, il y a 2 choses dans la vie que je voulais pas faire. C'était de devenir alcoolique et toxicomane. Alcoolique parce que mon père buvait, puis on a eu beaucoup de misère à cause de ça. Toxicomane, la drogue, j'avais peur de ça. Moi, ma vie, c'était le sport, l'entraînement. J'allais au gym. J'ai une photo ici, comment j'étais quand j'étais plus jeune. Vous êtes loin, mais vous voyez comment j'étais. On aurait dû la mettre sur le... C'est assez sexy, je dirais. C'est ça. Moi, j'ai connu la drogue dure à l'âge de 65 ans. J'ai été entraîné par des gens là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Et puis, ça fait 17 ans que j'essaye d'arrêter, puis je suis pas capable. Moi, j'avais des bons emplois. Je vendais des portes, des fenêtres. Ça
Je faisais de l'argent. J'ai voyagé partout dans le monde. J'étais même jusqu'en Afrique. Je me suis ramassé à la Maison du Père au refuge à l'âge de 70 ans. Moi, j'ai eu 4 maisons dans ma vie. Une maison canadienne, puis tout. Je me suis ramassé à la Maison du Père. On était 8 dans des petites chambres couchées ensemble. Au Bon Accueil, on était des boudoirs de 80 personnes ensemble. Ça pétait, ça ronflait. Puis, quand tu as eu ce que j'ai eu, puis tu te ramasses comme ça, j'ai trouvé ça bien dur. T'sais. À l'âge, surtout qu'à l'âge que j'ai connu ça. T'sais. Mais on s'habitue à tout. Hein? Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis à la Maison du Père, puis et bien des fois, j'ai pensé de retourner dans un logement, mais j'ai peur de m'en aller tout seul après avoir 12 ans connu bien du monde ensemble, là. Fait que je reste à la Maison du Père comme c'est là, je suis quand même bien. On mange mieux, là, depuis un temps. La Maison du Père. Je sais pas ce que je pourrais dire pour améliorer les choses. Depuis quand il y a eu la COVID, ça a donné un coup, ça. La Maison du Père, au lieu d'en prendre 180, ils en prennent 90. Hein? C'est pour ça qu'il y en a qui ont de la misère, là. Je ne sais pas s'ils pourraient recommencer à en prendre plus. Comme il disait, surtout pour les femmes, il y a juste une place qui existe pour les femmes. Les hommes, il y a plusieurs places qui existent. Moi, on se promenait d'une place à l'autre parce qu'on n'avait pas le droit d'être tout le temps à la Maison du Père. On allait au Bon Accueil, un peu partout. Je marchais peut-être 5-6 heures par jour avec mon sac à dos. J'étais en forme dans ce temps-là, encore, malgré que j'avais 110 ans. On allait dîner une place, souper à l'autre. Puis on allait à la bibliothèque, regarder des films. Tu sais. Puis, quand même 83 ans, puis je suis quand même encore là. Mais là, je vieillis. J'ai de la misère avec mes jambes. J'entends plus bien. Je parlais tantôt, je comprenais rien ce qu'il disait, là. Surtout quand c'était Vincent qui parle avec son accent français. Ça fait que... Personnellement, je m'en sors quand même pas si pire. Mais moi, je me suis entraîné au gym, aller jusqu'à là 1 an. À 82 ans, j'allais encore au gym. 3-4 fois par semaine. C'est ça qui m'a sauvé, moi, le gym. Moi, j'ai été marié 3 fois. À chaque fois, je me suis divorcé ou j'ai eu quelque chose. J'ai fait une grosse peine d'amour, une tentative de suicide. C'est le gym qui m'a sauvé à chaque fois. Le travail et le gym. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 71 ans. Et même, je m'ennuie de ne pas travailler. Là, le mercredi, je vais dans un centre de jour, le centre Amélie-Gamelin. C'est le fun. J'ai hâte demain d'y aller, on joue au bowling. Mais c'est sur un écran, là. On n'a pas de boule dans les mains, là. Ça fait que j'essaie de m'occuper le plus possible. Ça aussi, ça m'aide. C'est d'être occupé. Rien faire, là, la cassette, elle marche tout le temps, hein? C'est pas bon. Fait que c'est ça. Malgré tout, on sort pas si pire. Merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça prend quand même un certain courage là, de faire ça, de parler devant autant de personnes. C'est rendu des habitués parce qu'ils l'ont fait souvent, mais leurs témoignages sont très touchants. Puis moi, je leur lève mon chapeau là, de parler comme ça, puis d'avoir la capacité d'avoir la rétrospective de leur vie, puis tout ça. En tout cas, chapeau les boys. Puis je suis vraiment content que vous fassiez partie de nos projets de recherche. D'ailleurs, ils ont fait partie d'un projet, puis ils ont fait partie de l'autre projet qu'on fait en cours. Je vais laisser la parole à Oriane.
Oui, donc du coup, on va revenir un peu sur les pistes d'amélioration qu'on a pu développer à la suite des entrevues et de la revue de littérature. Donc, un des éléments les plus cruciaux, en fait, qu'on a pu identifier et que David a souligné tout à l'heure, c'est la collaboration, qui est vraiment un enjeu au sein du réseau entre les différents services. Donc, les personnes qu'on a pu rencontrer ont notamment souligné l'importance, en fait, de mieux formaliser les ententes de collaboration, notamment afin de clarifier les rôles et de faciliter la communication. Il a également été souligné la nécessité de mettre en place des équipes multidisciplinaires spécialisées qui seraient capables donc d'intégrer différentes expertises selon les besoins du milieu et des personnes. Et enfin, il y a plusieurs personnes qui ont également proposé de créer un espace ou une communauté de soutien et de partage qui permettrait d'échanger les pratiques et les connaissances entre les intervenants. Donc, comme vous pouvez voir en bas de la slide, il y a une gestionnaire qui exprime cette idée et qui mentionne notamment en fait, le besoin d'avoir une équipe qui serait plus facilement mobilisable sans avoir à passer par plusieurs guichets, ce qui tend notamment à ralentir les démarches et à nuire à la fluidité des services. Donc la formation, c'est également apparu comme un levier essentiel en fait, pour améliorer les pratiques d'intervention. Un des enjeux qu'on a pu discuter tout à l'heure, c'est les tabous en fait, et les préjugés. Donc c'est vraiment important en fait, de les briser. C'est encore un sujet qui est entouré de beaucoup de préjugés et ça nécessite donc une meilleure compréhension. Il s'agirait, dans un premier temps, notamment de renforcer les compétences des intervenants face à ces problématiques-là, tout en sensibilisant les gestionnaires et les organisations face à ces enjeux. Dans un deuxième temps, il faudrait proposer notamment une formation qui sera à la fois théorique et pratique, qui permettrait de développer les connaissances, mais aussi les compétences et les attitudes nécessaires pour avoir une intervention plus adaptée et moins stigmatisante. Un troisième point, ça serait l'accès aux services, qui est un enjeu majeur pour les personnes aînées qui vivent des problématiques de dépendance et d'itinérance. Donc les participants ont souligné la nécessité de faciliter les transitions, mais aussi l'accès aux différents milieux. Donc par exemple, entre les ressources d'hébergement, les services de soins primaires et ou spécialisés et les établissements de soins de longue durée. Il s'agirait aussi de mieux coordonner les sorties d'hospitalisation et les suivis après les thérapies afin d'éviter notamment des ruptures dans le parcours de soins des usagers des services. Plusieurs ont également évoqué la pertinence de déployer des équipes qui seraient mobiles et qui permettraient de rejoindre les personnes là où elles se trouvent et donc de simplifier aussi les démarches administratives grâce à des guichets uniques. Comme le dit un des usagers qu'on a pu rencontrer en bas de l'écran, l'enjeu est assez clair, les services sont souvent saturés. Il mentionne que c'est tout le temps plein partout. Donc c'est ça qui va rendre l'accès difficile, même pour ceux qui essaient en fait d'obtenir de l'aide. Je vais laisser la parole à David qui va vous parler de l'adaptation des milieux. En fait, on va passer quand même vraiment rapidement sur ça. Probablement que c'est des choses que vous avez déjà vues puis que c'est des idées que vous avez déjà eues aussi. Puis j'aimerais vraiment qu'on vous laisse la parole. Autant si vous avez des questions pour Jean-Guy et Yvon, mais aussi si vous avez des suggestions de choses à mettre en place là, dans le même ordre d'idées que ce qu'on présente maintenant. Puis, comme dans toutes les présentations, là, les supports de présentation sont disponibles là, sur l'application en ligne. Donc, vous pourrez retourner là, au contenu facilement. Mais on a des suggestions ici là, au niveau des postures à adopter avec les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie et de vieillissement. Là, on dresse une liste des postures ici. Au niveau de l'évaluation, comme on le mentionnait tantôt, là, d'évaluer de façon précoce
plus la consommation avec des experts en la matière. Et au niveau de l'encadrement et de suivi, donc d'avoir une perspective de réduction de méfaits, si désiré, évidemment, là, s'il y a des personnes qui souhaitent également l'abstinence, là, ça doit faire partie du portrait. Mais il y a encore une fois, il y a une liste ici de points qui ont ressorti là, des entrevues avec les équipes de professionnels du réseau communautaire et du réseau de la santé. J'aimerais maintenant vous donner la parole, en fait, et vous laisser questionner nos deux experts de vécu. Si vous avez des choses à leur demander, c'est le temps. Si vous avez d'autres suggestions à ajouter, allez-y. Il nous reste 15 minutes à partir de maintenant. Il est maintenant 15 heures. Je voulais dire, premièrement, merci Yvon, merci Jean-Guy pour vos témoignages. Du côté des femmes qui ont consommé, je peux dire que ce qui m'arrête dans mes soins, j'arrive à un certain âge, ils m'ont tellement réveillé de trauma dans le système de santé que j'ai peur de rentrer dans les RPA. Me faire soigner par eux, j'ai une crainte immense. Donc, il faudrait penser aussi à relier les gens qui ont perdu cette confiance-là envers le système de santé, les gens qui en font partie, pour nous ramener dedans. En tout cas, moi, j'étais junkie, j'étais pas alcoolique. Et à chaque fois que j'étais hospitalisée, j'ai été traumatisée. Là. J'ai plus le goût d'être malade. J'ai pas peur d'être malade. J'ai peur d'aller me faire soigner. Donc, puis il y a beaucoup de femmes qui vivent la même chose que moi, qui ont vécu beaucoup de traumatismes dans les services. Donc, un moyen d'aller rechercher ces femmes-là pour relier, pour les ramener justement, leur donner un peu de confiance, les intégrer dans les formations à donner aux gens qui font partie du système de santé pourrait aider. Une suggestion, mais merci encore les gars. Merci. Peux-tu répondre à une question? Il y a le CHUM ici à Montréal qui, c'est ça, tu as un côté qui est psychiatrie, puis l'autre côté que c'est toxicomanie. Puis souvent, c'est ça, c'est des endroits comme pour les hôpitaux puis tout ça, ben, ils vont suggérer des endroits où ce que vous pouvez aller, que tu sais, t'as pas besoin d'être hospitalisé, là, d'aller dans un endroit où tu vas te sentir plus sécurisé puis tout ça. Puis eux autres, ils ont toutes les, comme Delors Cormier, il y a un représentant là-bas qui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, eux autres, ils vous donnent les coordonnées, puis le suivi de 3 mois, là, c'est ça, ça dépend. Moi, j'avais proposé, vite, là, à la Maison du Père. Comme la Maison du Père, ils ont tous les services. La seule affaire qui manque, c'est au niveau de la consommation. La consommation, tu n'as pas le droit de boire dans la maison, puis ça, c'est une très bonne affaire. Tu n'as pas le droit de consommer de potes. Mais, par contre, il y a des pré-résidences qui appellent des chambres. Puis moi, je propose là, que, mettons, 4 chambres qui est réservée avec des personnes qui sont à l'extérieur, puis qui veulent vraiment arrêter cesser de boire, qui pourraient rentrer là, puis pendant... puis la consommation, là-bas, les rechutes, c'est permis, là, eux autres, ils ne te mettront pas dehors pour ça, à moins que ça aille là. Mais la personne, après 3 mois, mais elle n'est pas à l'extérieur, elle a un suivi. Delors Cormier, il donnerait des ateliers, des choses de même. Puis, ça mettrait la personne, ça la sortirait de la rue. Puis, en même temps, ça la sortirait de la consommation. Fait que moi, je trouvais que c'est des bons projets. Mais, c'est ça, c'est les fonds, comme tu dis. Le côté, vous regardez l'autre côté de la Maison du Père, la résidence JADSF, l'hôpital Vigée, je ne sais pas si ça vous donne une idée, là, mais je pense que ça pourrait accueillir à peu près 500 personnes. Ça fait 10 ans que c'est fermé, ça. OK? Puis qu'est-ce que tu vois dans Montréal, qu'est-ce qui se construit? C'est juste des condos. Tu sais? Puis je me rappelle la mairesse, la dernière, Valérie Plante, elle disait, on est pour faire des choses là, pour les logements et tout ça. Pas eu grand-chose qui s'est développé à date. Je ne blâme pas elle, là, c'est peut-être le système. Mais par contre, c'est ça. Mais c'est les organismes, il faut qu'ils se mettent ensemble. Puis c'est aussi la ville là, pour les côté monétaire, le côté, tu sais, faire plus de programmes, puis tout ça. Puis, comme il disait, les femmes, une place à Montréal pour le nombre de femmes qu'il y a là, c'est inacceptable, ça.
Moi, si ça serait ma mère ou ma soeur qui serait dehors comme ça, regarde, je viendrais très fâché, là, parce que je dirais, mais il devrait y avoir plus d'accommodation pour ça, là. Ça, je voulais dire, tu sais. Merci, Yvon. Je pense qu'il y avait une autre question ici au centre. Oui. Et moi, j'avais une question. En tout cas, on voit beaucoup là, de polarisation, des fois, là, entre la maladie de l'alcoolisme, la réduction des méfaits. On accompagne des personnes vieillissantes, on parle de réduction de méfaits, puis il y a quand même une grosse partie de la population plus vieillissante qui s'attache pas à la réduction des méfaits, qui nous disent, voyons, ma petite jeune, là, tu comprends rien, là, puis tu sais, qui nous revirent de bord, puis qui ça même des fois pas dangereux pour le lien, mais ça crée de l'espace là, entre nous et les gens qu'on accompagne, que c'est pas nécessairement dans ce qu'ils ont grandi, dans les valeurs avec toute la religion. Fait que je me demandais si vous étiez heurté un peu à ça, puis comment, dans le fond, on peut quand même bien les accompagner ou comment mélanger, dans le fond, la maladie, mais la prévention, puis c'est ça, de voir un peu si c'était juste comme ma lunette qui est teintée, mais c'est comme quand même quelque chose qui revient souvent dans le discours des ceux qu'on accompagne, qui consomment depuis longtemps. Là. Je pense que Jean-Guy, avais-tu quelque chose à dire, ou Yvon ou Vincent? Sinon, moi, je peux parler du guide que l'IUD, l'Institut universitaire, a produit dans le contexte d'hébergement ressources intermédiaires, il y a quand même des pistes pour l'intervention en lien avec les réductions de méfaits. Mais tu as totalement raison. Je pense que l'aspect générationnel aussi, où il y a l'abstinence, puis il y a la consommation, puis il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que cet aspect-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je pense que Vincent a peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. En fait, ça fait un peu du pouce sur un échange qu'on avait avec Yvon en venant. C'est justement, pour lui, c'est plus la question de mettre à distance la consommation, puis ce serait d'arrêter, puis on n'en parle plus. Après, réduction des méfaits, parfois, ça peut être confrontant de se dire, pour certaines personnes, ça va être quelque chose qu'ils vont rechercher, puis c'est correct comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on mélange un peu deux choses, et que la réduction des méfaits elle-même peut t'entraîner à choisir un objectif d'arrêt de la consommation s'il n'y a rien d'autre. Mettons que c'est ton choix. Déjà, de un, est-ce que c'est ton choix? Et de deux, est-ce qu'on a peut-être essayé d'autres choses pour voir est-ce que d'autres solutions pouvaient convenir? Est-ce que ça convenait? Est-ce que ça te mettait en danger? Des choses comme ça. Donc il y a toute une question d'ajustement, mais je pense qu'on met souvent l'accent là-dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a certains milieux, puis là je mélange plein d'expériences qu'on a eues, qui disent qu'ils font de la réduction des méfaits, mais après on questionne c'est quoi la réduction des méfaits que vous faites, parce que parfois ça ressemble pas vraiment à la réduction des méfaits, parce que vous êtes très dans le contrôle, et puis est-ce que vraiment la personne elle est au centre de son accompagnement, de ses décisions en tant que telle. Donc pour moi, il y a aussi ce qui est important à remettre sur la table, c'est la notion d'autodétermination là-dedans. En fait, si on met réduction des méfaits, c'est surtout pour mettre la personne au centre de ce cheminement-là, ce qui n'est pas toujours le cas dans les ressources qu'on a pu voir souvent. Là. Mais c'est pas mal ça. Et c'est quelque chose qu'on entend effectivement, qu'il y a des personnes qui disent c'est soit je suis abstinent, soit je suis malade, puis il n'y a pas d'entre-deux. Il y a beaucoup la notion aussi, moi, les échanges qu'on a eus sur tout ce qui était les alcooliques anonymes et tout ça. J'entends plein de gens qui me disent que je veux rien savoir de ça, puis c'est des gens, ils sont religieux, puis je suis malade toute ma vie, puis c'est tout ça. Puis il y a des personnes à qui ça sert, puis c'est intéressant de discuter, puis toutes ces choses-là, puis c'est correct. Mais c'est juste qu'on laisse le choix aux gens d'avoir des solutions qui leur conviennent, puis peut-être à ce moment-là ça va leur convenir, peut-être que plus tard ça sera autre chose. Et c'est juste cette notion-là, à remettre un peu sur le tableau, que la personne soit un peu aux commandes, en fait, leur donner un peu, l'accompagner, mais lui donner les commandes et dire qu'est-ce que tu veux, puis je vais t'accompagner, on va explorer des choses. J'ai l'impression qu'il y a des fois, c'est pas fait, pas forcément de mauvaise volonté, mais parce qu'on n'a pas la capacité, parce que les ressources, elles sont très restreintes. Mais c'est pas mal ça que je dirais, en fait. C'est pas genre une injonction, réduction des méfaits, et puis débrouillez-vous avec ça. C'est en gros, derrière, ça prend des ressources, derrière, ça prend plein de choses. Puis tantôt, on parlait aussi des questions des ressources. Je disais, on a visité des ressources, d'hébergement de soins de longue durée. Puis moi, je parle avec mon chapeau de personnes. Je veux dire, mais forcément, tu te projettes plus tard, te dire, est-ce que je veux être dans un milieu comme ça? Puis ça pose plein de questions, en fait, du traitement des aînés en général dans la société. Puis quels moyens on donne, justement, à ce que ces ressources-là, elles aient de l'allure pour les accompagner. Mais on peut reculer, on peut avoir une vision très macro des choses. Ça prend beaucoup d'investissement, ça prend beaucoup de ressources. Puis ici, je pense que si les ressources peuvent être maltraitantes, c'est parce qu'on maltraite les ressources aussi, parce qu'on leur donne pas les moyens de fonctionner à pleine capacité. Les intervenants, ils sont de bonne volonté, ils veulent que les gens aillent bien et tout ça. Mais est-ce qu'on leur donne les outils pour que ça fonctionne bien tout le temps? Je suis pas sûr de là où je suis là, mais ça.
Il y a des suivis aussi à l'extérieur, là. Si, mettons, il n'y a pas de place dans un endroit pour une thérapie, la ressource extérieure, la personne, elle a un intervenant. Moi, au niveau de la réduction des méfaits, pour moi, ça marche pas. Mais j'ai vu d'autres personnes que ça marche. Tu sais, ça dépend des gens et tout ça. Mais pour moi, j'ai essayé, puis à chaque fois, ça va toujours amener au même point. Mais d'autres personnes que ça fait des années puis ils viennent à contrôler. Toute personne est différente. Hein? Mais il y a des suivis externes, c'est ça. Ça fait que quand, mettons, tu n'as pas d'endroit, comme une thérapie, quelque chose, mais tu as un intervenant que tu vois peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, tu as des psychologues, puis que les personnes rencontrent. Il y a des ateliers qui se donnent. Ça fait que le temps que la personne a le temps pour rentrer en thérapie, bien, elle a des ateliers, elle a toutes sortes de choses, là, elle rencontre du monde avec qui elle peut parler. Parce que c'est pas tout le monde avec qui on peut parler qui a problème de consommation. Là. Fait qu'eux autres, c'est comme une appartenance, puis ils partagent beaucoup ensemble, puis c'est ça. Fait que ça va. Des personnes, ça marche, d'autres personnes, ça marche pas. Mais comme je vous dis, l'extérieur, un suivi externe, ça l'aide beaucoup ce côté-là. Là. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis très intéressé surtout de la part de la formation. Et c'était un point de comment développer les intervenants. Des intervenants bien développés vont donner des meilleurs services. Mais on voit le problème de la rigidité du système d'adapter de nouvelles formations. Quel type de formation? Comment on adopte de nouvelles formations? Il y a beaucoup de recommandations internationales pour des interventions et des intervenants et de donner des formations qui ne sont des intervenants non universitaires, je veux dire, et de donner quelque chose rigide, scientifiquement, qui a prouvé son adaptation et its impact. Donc, le système n'aide pas et la rigidité du système n'aide pas. Donc, comment on peut changer ça? Comment on peut faire un mouvement en ce qui concerne, en utilisant ces recherches? Et sur la clinique, on voit ça. J'ai travaillé dans plusieurs pays et je n'ai pas vu cette rigidité pour adapter de nouvelles interventions. De plus, en ce qui concerne les intervenants, c'est quoi le background des intervenants et comment on fait la sélection des intervenants? C'est aussi très important dans le système. Merci beaucoup. C'est un bon point à porter parce que justement, on était pas mal sur la... Je fais encore un lien avec différents projets parce que, mettons, on a un premier projet qui a achevé en 2023, puis notre idée, c'était de peut-être développer une formation justement pour soutenir les milieux. Et on est en 2025, quasiment 2026, puis la formation, elle n'est pas prête d'exister parce que il faut... là, on parle d'une formation à l'intérieur du réseau de la santé. Donc là, il y a tout un ensemble de paliers à solliciter pour que tout le monde soit d'accord et tout. Nous, on a les ressources, on est par rapport à mon institut, on a des mandats de soutien au milieu de pratique pour donner de la formation, de faire de l'accompagnement, de questionner. On veut avoir des formations qui sont très pratiques et dire, on vous donne des situations, puis on réfléchit au niveau des équipes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on développe comme expertise autour de ça. Nous, on a ces capacités-là, sauf qu'après, il faut que ça soit dans des priorités qui soient identifiées, qu'on puisse développer, de solliciter les ressources, parce que c'est quand même quelque chose qui... Mettons, pour faire des formations disponibles au niveau provincial, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'aller sortir de la boîte, d'essayer de trouver autre chose? Mais nous, on est un peu liés parce qu'on est obligé de raisonner dans notre structure, dans notre hiérarchie en tant que telle. Et je me demande, en fait, si, au niveau des milieux, il n'y aurait pas moyen de raisonner, de passer un peu à travers ça, mettons, milieu communautaire, milieu du réseau de la santé, puis essayer de trouver une espèce de soupe commune où on arrive à faire une expertise comme ça. Je sais que là... sur d'autres sujets, nous, on travaille, encore une fois, mon institut, puis collabore avec d'autres milieux de pratique pour faire des formations croisées, en fait. Puis des formations croisées, on dit, c'est différentes thématiques. Ça peut être santé mentale dépendance, ça peut être santé mentale dépendance avec autre chose, mécaniquement. Il peut y avoir des choses comme ça ad hoc qui sont pertinentes. Mais là, le problème, c'est que on veut quelque chose qui soit périn dans le temps. Déjà, avoir un socle de formation, mais ça suffit pas. Après, il faut avoir diffuser ces choses-là. Il faut que ça soit un accompagnant qui est permanent. Parce que là, on arrivait sur ces projets-là, puis on avait des ressources qui nous disaient, moi, mes gens, dans 6 mois, je suis pas sûr qu'ils soient encore là. Ce qui fait que j'ai des nouveaux intervenants qui arrivent, que je dois reformer à chaque fois. Donc là, il y a l'enjeu d'avoir une structure qui est déjà de base, un socle de base qui sera disponible en permanence pour tout le monde.
Puis après, quelque chose qu'on peut soutenir. Moi, je crois aussi beaucoup à la notion de communauté de pratique, en fait. C'est-à-dire, on met les gens qui sont concernés par des thématiques communes ensemble, puis ils partagent un petit peu c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leur levier, c'est quoi leur bon coup. Puis on construit on fait une espèce de co-construction des outils pour accompagner correctement les gens, là. Ce qui permet de sortir un petit peu du carcan de comment je mets une formation en structure. Mais je peux déjà gagner un savoir-faire, un savoir-être au contact de mes pairs intervenants. Puis c'est beaucoup moins compliqué à mettre en place de façon plus ou moins formelle ou informelle, là. Mais bon, le problème, c'est qu'on est pris par le temps, on est pris par les ressources. C'est compliqué de mobiliser les gens tout le temps parce qu'on est tout éparpillé partout aussi, là. Donc, c'est ça. C'est des idées comme ça qui viennent, là. Mais je conçois que c'est vraiment pas évident, là. Mais ouais. Merci. Je pense qu'on arrive tranquillement au terme. De toute façon, on peut rester un petit peu de temps si jamais il y a des échanges que vous voulez avoir avec Yvon, Jean-Guy ou nous. Encore merci de votre présence sur ces jeux-là. Merci beaucoup. Merci Yvon, Jean-Guy qui deviennent des pros justement de cette présentation-là. Et puis bon après-midi encore.